Je m'appelle Gérard Lambert. J'ai 63 ans. J'ai passé 31 ans à travailler comme ingénieur en génie civil pour la métropole de Lyon. J'ai élevé 2 enfants dans une maison que j'ai construite de mes propres mains sur un terrain à Écully. Et je croyais sincèrement qu'un homme qui tenait sa parole, payait ses factures et se présentait chaque jour à son poste avait mérité un certain type de vie. Je me trompais là-dessus. Ou peut-être que j'avais raison sur la vie, mais que je me trompais sur la femme avec qui je la partageais. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai rencontré ma femme quand j'avais 32 ans. Elle en avait 29 et travaillait comme administratrice à l'université Claude Bernard Lyon 1. Elle s'appelait Béatrice. Béatrice Martin Lambert. Une famille de souche lyonnaise, une éducation catholique, le genre de femme qui repassait ses chemisiers et apportait toujours un cadeau à la maîtresse de maison lors des dîners en ville. Je pensais avoir gagné au loto. Nous nous sommes mariés en 1995 à l'église Saint-Nizier de Lyon. 200 invités, réception dans un domaine. Sa mère, Marguerite, a pleuré pendant toute la cérémonie et m'a dit après coup que j'étais exactement le genre d'homme qu'elle avait prié pour que sa fille trouve. Quelqu'un de stable, de fiable, un bâtisseur. Je me suis accroché à cela pendant 30 ans. Nos enfants, notre fils Pierre et notre fille Catherine, ont grandi dans cette maison d'Écully. Pierre jouait au football. Catherine faisait de la natation de compétition. J'ai entraîné l'équipe de Pierre pendant 4 saisons. J'ai conduit Catherine à ses entraînements de 6 heures du matin tous les mardis et jeudis pendant 3 ans sans en rater un seul. Nous passions nos vacances en famille à Annecy chaque mois d'août. Nous avions un chien nommé Oscar qui a dévoré une de mes bonnes chaussures de marche et je ne me suis même pas mis en colère. De l'extérieur, nous étions exactement ce à quoi une famille est censée ressembler. Je pense que le problème était que j'étais tellement concentré sur la construction de la structure que j'ai arrêté de prêter attention à ce qui se passait à l'intérieur des murs. Béatrice avait toujours été sociable, plus que moi, ce qui n'était pas difficile. Je suis ingénieur. Je suis à l'aise avec le silence. J'aime résoudre des problèmes qui ont des réponses claires. Elle avait son club de lecture, ses amis du yoga, son bénévolat à la banque alimentaire de Vaux-en-Velin. J'encourageais tout cela. Je pensais qu'une femme avait besoin de sa propre vie en dehors de la maison. Je le crois toujours. Mais quelque part vers 2019, les choses ont basculé. Rien que je ne puisse pointer directement. Elle a commencé à rentrer plus tard de son club de lecture. Elle a eu un nouveau téléphone et le gardait face contre terre sur le comptoir. Elle riait différemment. Ce nouveau genre de rire un peu gêné qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle a commencé à fréquenter une salle de sport dans le 6e arrondissement, alors qu'il y en avait une parfaitement correcte à 8 minutes de notre maison. Je me disais que j'étais paranoïaque. J'avais 60 ans. J'avais pris 10 kilos depuis la retraite, et je supposais que ce que je ressentais n'était que l'anxiété ordinaire d'un homme regardant son mariage vieillir à ses côtés. Je ne voulais pas être le mari qui accuse sa femme de quelque chose sur la base d'un simple pressentiment. Alors, j'ai observé, j'ai attendu et je n'ai rien dit. La première chose concrète que j'ai remarquée, c'est le kilométrage de sa voiture. Elle m'avait dit qu'elle allait à son club de lecture un jeudi soir de novembre. Le 3e jeudi, comme toujours, chez son amie Lorraine à Vienne. Peut-être 30 minutes de route depuis chez nous. Elle est partie à 19 h. Elle était de retour à 23 h. Cela fait 4 heures pour un club de lecture de 2 heures avec 30 minutes de trajet aller-retour. Je n'ai rien dit. Mais le lendemain matin, alors qu'elle était sous la douche, j'ai vérifié le compteur kilométrique par rapport à ce que j'avais noté la semaine précédente. Elle avait parcouru 85 km. L'aller-retour pour Vienne fait environ 55 km. J'ai noté le chiffre dans un petit carnet que je gardais dans mon atelier. J'ai mis la date et j'ai commencé à tenir un registre. Au cours des 4 mois suivants, j'ai rempli 11 pages de ce carnet. Des écarts de kilométrage, des horaires qui ne collaient pas, une addition pour un dîner dans un restaurant à Villefranche-sur-Saône que j'ai trouvé dans la poche de son manteau alors que je l'emmenais au pressing. Un reçu pour 2 un jeudi soir alors qu'elle m'avait dit qu'elle travaillait tard sur une collecte de fonds pour l'association des anciens élèves de l'université. Je n'ai toujours rien dit. Je sais que cela semble étrange. Les gens me demandent, quand je raconte cette histoire, pourquoi je ne l'ai pas simplement affrontée. Et la réponse honnête est que j'avais besoin de connaître toute l'étendue de la situation avant de dire un mot. Je suis ingénieur.
On ne démolit pas une structure avant de comprendre exactement ce qui la soutient et ce qui tombera quand elle s'effondrera. En février de cette année, j'ai engagé un détective privé. Son nom était Thierry, et il travaillait dans un bureau au-dessus d'une pharmacie près de la place Bellecour. Je l'ai trouvé grâce à la recommandation d'un collègue qui avait vécu quelque chose de similaire 8 ans auparavant. Thierry était un ancien de la gendarmerie, calme, professionnel, et il m'a facturé un forfait pour une période de surveillance de 2 semaines. Il a confirmé tout ce que je soupçonnais déjà et bien plus encore. L'homme s'appelait Jean-Jacques. Il avait 55 ans, était divorcé, sans enfant, et travaillait comme directeur commercial pour un groupe pharmaceutique. Il vivait dans un appartement de standing à Limonest. Il conduisait une Audi argentée. Thierry m'a montré des photographies. Béatrice et Jean-Jacques en train de dîner. Béatrice et Jean-Jacques marchant le long des quais de Saône. Béatrice et Jean-Jacques sur le parking de la salle de sport du 6e, celle qui était inexplicablement tellement mieux que la salle à 8 minutes de chez nous. Je suis resté assis dans mon atelier pendant un long moment après que Thierry m'ait montré ses photos. Oscar était mort 2 ans plus tôt, et j'étais soulagé qu'il ne soit pas là pour me voir ainsi. Un homme de 62 ans assis sur un établi dans son propre garage à 23 heures, tenant une enveloppe Kraft, essayant de se rappeler comment respirer. Puis j'ai mis l'enveloppe dans mon coffre ignifugé sous l'établi, je me suis fait une tasse de thé et je suis allé me coucher. J'avais pris une décision. Je n'allais pas agir sous le coup de la colère. La colère est un terrible architecte. Elle construit les choses rapidement et mal, et elles ne tiennent jamais. J'ai appelé une avocate le lendemain matin. Elle s'appelait Maître Sarah Ben Saïd, spécialisée en droit de la famille, avec un cabinet très réputé dans le centre de Lyon. Je lui ai tout raconté et lui ai donné des copies du rapport de Thierry. Elle m'a dit de continuer à documenter, d'éviter de déplacer de l'argent ou de changer de compte pour le moment, et d'être patient. Elle m'a dit que la phase de collecte d'informations était la plus importante. J'ai été patient, Dieu sait que j'avais de l'entraînement. Les 2 mois suivants furent les plus étranges de ma vie. Je sortais dîner avec Béatrice. Je regardais la télévision à ses côtés le soir. J'ai réparé la gouttière desserrée du côté nord de la maison et elle m'a remercié. J'ai agi exactement comme un homme qui n'avait aucune idée que son mariage était déjà terminé, parce que j'avais décidé que quand il prendrait fin, ce serait selon mes termes, à mon moment, avec tout en ordre. Je veux être clair sur une chose. Je ne jouais pas le bonheur. Je ne prétendais pas que tout allait bien. J'attendais simplement. Il y a une différence entre la tromperie et la discipline, et je choisissais la discipline. Puis la mère de Béatrice a appelé. Marguerite allait fêter ses 75 ans en juin. Elle vivait dans une résidence pour seniors à Dardilly, à environ 20 minutes de chez nous, la même résidence où elle s'était installée après le décès du père de Béatrice il y a 6 ans. Marguerite et moi nous étions toujours raisonnablement bien entendus. C'était une femme fière, un peu impérieuse, le genre de personne qui tenait le compte des dettes sociales sans jamais les mentionner. Mais elle m'avait toujours traité avec un respect élémentaire, et j'avais toujours été généreux avec elle, l'aidant pour son déménagement, la conduisant à ses rendez-vous médicaux, couvrant quelques dépenses lorsqu'elle avait eu une année financière difficile. Le dîner d'anniversaire devait avoir lieu dans un salon privé d'une auberge à Dardilly un samedi soir de juin. Béatrice a tout organisé. 22 invités, les amis de Marguerite, quelques cousins de Béatrice, nos enfants, quelques voisins de Marguerite de la résidence. J'ai confirmé ma présence. J'ai même proposé d'aller chercher la sœur de Marguerite, Claudette, à l'aéroport Saint-Exupéry, ce que j'ai fait sans me plaindre un vendredi après-midi alors que j'aurais pu faire autre chose. Le soir du dîner, Béatrice s'est préparée tôt et est partie avant moi, disant qu'elle devait aider sa mère pour quelques détails avant l'arrivée des invités. Je n'y ai rien vu de mal. J'ai conduit jusqu'au restaurant seul, je me suis garé, je suis entré et on m'a conduit au salon privé. C'est là que je l'ai vu. Jean-Jacques était assis à la place d'honneur. Je veux que vous compreniez ce que cela signifie dans ce contexte. C'était un dîner pour les 75 ans de Marguerite. J'étais son gendre depuis 28 ans. J'avais conduit sa sœur depuis l'aéroport la veille. J'avais, au cours de ces 28 années, aidé à payer pour la résidence où elle vivait actuellement, réparé sa voiture 2 fois, fait ses courses pendant les mois d'hiver quand elle n'aimait pas conduire sur le givre. Et lui avait offert un vase en cristal de baccarat pour ses 70 ans qu'elle exposait toujours fièrement dans son salon. Et Jean-Jacques, un homme que je n'avais jamais rencontré,
un homme qui couchait avec ma femme depuis au moins 8 mois, un homme dont je n'avais appris le nom de famille que par un rapport de détective il y a 3 mois, était assis en bout de table comme s'il était chez lui. Béatrice était à côté de lui. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu passer quelque chose sur son visage. Pas de la culpabilité, pas de l'embarras, mais quelque chose qui ressemblait presque à un défi, comme si elle attendait de voir ce que j'allais faire. Marguerite était à l'autre bout de la table. Elle a croisé mon regard brièvement puis a détourné les yeux. Les autres invités faisaient ce que font les gens quand ils sentent que quelque chose ne va pas et qu'ils ne savent pas comment réagir. Ils évitaient très délibérément de me regarder. Je suis resté à l'entrée de cette pièce pendant environ 4 secondes. Puis j'ai fait un signe de tête une seule fois, à personne en particulier. Je suis retourné à l'accueil, je leur ai demandé de me rapporter le cadeau que j'avais laissé en arrivant. Une petite photographie encadrée que j'avais fait restaurer, montrant Marguerite et son défunt mari le jour de leur mariage, que j'avais trouvée dans une boîte qu'elle avait laissée dans notre sous-sol il y a des années, et que j'avais discrètement apportée chez un restaurateur au printemps. Et je suis sorti de ce restaurant et je suis remonté dans ma voiture. Je suis rentré à la maison. J'ai nourri le chat que nous avions pris après Oscar, un chat tigré au caractère exécrable nommé Biscuit, qui ne m'aimait pas particulièrement mais tolérait ma présence. Je me suis préparé un bol de soupe. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'étais entièrement calme, ce qui est, je pense, la mesure la plus précise de la distance que j'avais déjà parcourue au-delà du chagrin. Mon téléphone a commencé à sonner à 20h47. C'était Béatrice. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Elle a rappelé à 20h51, puis encore à 21h03, 21h17, 21h29 et 21h44. À 22h30, elle m'avait appelé 41 fois. À minuit, c'était 53. Au moment où je suis allé me coucher à minuit 15, il y avait 58 appels et 14 messages. J'ai lu les messages. Ils progressaient d'une manière intéressante. Les premiers étaient confus. Où es-tu passé? Est-ce que ça va? Puis ils sont devenus explicatifs. Jean-Jacques n'est qu'un ami. Maman l'a invité. Je peux expliquer. Puis ils sont devenus frustrés. Gérard, c'est embarrassant. Tu te comportes comme un enfant. Puis, vers le 11e message, ils sont devenus effrayés. Pas effrayés pour moi, effrayés pour elle-même. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Ce mot quoi que ce soit m'a dit qu'elle comprenait exactement où nous en étions. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai appelé Sarah. Nous nous étions préparés pour ce moment. Au cours des 2 mois précédents, j'avais discrètement rassemblé tous les documents financiers auxquels je pouvais accéder. Déclaration d'impôt, relevé de placement, documents de prêt immobilier, relevé des contributions que j'avais faites pour les soins de Marguerite, les dossiers de retraite de Béatrice de l'université, tout. J'avais également, sur les conseils de Sarah, fait expertiser notre maison de manière indépendante et ouvert un compte personnel séparé dans une autre banque. Béatrice est rentrée ce dimanche après-midi. Elle est entrée dans la cuisine où j'étais assis avec une tasse de café et le journal, et elle a commencé à débiter une version d'explication que j'avais déjà imaginée, disant que Jean-Jacques n'était que quelqu'un que sa mère avait invité. Que ce n'était pas ce que ça semblait être. Que je l'avais embarrassé en partant. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai fait glisser une enveloppe sur la table de la cuisine. Elle l'a regardée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « C'est de la part de mon avocate » ai-je dit. Maître Ben Saïd. Ses coordonnées sont sur la carte à l'intérieur. Tu devrais te trouver ton propre conseil assez rapidement, je pense. Béatrice a ouvert l'enveloppe. Elle est devenue livide. Gérard, j'ai déjà pris mes dispositions pour rester chez Pierre pendant quelques semaines, ai-je dit. Je pense que c'est la manière la plus propre de gérer la situation immédiate. Biscuit doit être nourri 2 fois par jour. Il préfère le pâté, pas les effilés. Elle a commencé à pleurer. Et je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que l'honnêteté compte plus que de chercher à paraître fort. La voir pleurer n'a pas été facile. 30 ans, c'est 30 ans. Il y avait une version de moi qui voulait s'asseoir, la prendre dans mes bras et trouver une autre solution. Cette version de moi avait été très présente au cours des 4 derniers mois,
et je l'avais écoutée attentivement, et j'avais décidé, tout aussi attentivement, qu'elle parlait de ce qui était confortable plutôt que de ce qui était juste. J'ai pris mes clés de voiture au crochet près de la porte. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, » ai-je dit. Et je le pensais vraiment, sans amertume. Sincèrement. Je suis sorti. Je suis resté chez Pierre et sa femme Christine dans leur maison à Limonest pendant 6 semaines. Ils ont été gentils avec moi de la manière dont les enfants adultes sont gentils avec des parents en crise. Prudents, attentifs, essayant de ne pas trop en dire. Catherine m'a appelé tous les soirs pendant les 2 premières semaines. Elle était bouleversée. Elle voulait des explications. Elle voulait que quelqu'un ait plus tort que l'autre. Elle voulait le genre de résolution que l'on peut résumer en une phrase. Je lui ai dit que la vérité était compliquée et que ce qui comptait, c'était que sa mère et moi survivions à cela avec notre dignité intacte et qu'elle ne devrait pas avoir à choisir son camp. Le divorce a été finalisé 8 mois plus tard. La loi française prévoit le divorce pour altération définitive du lien conjugal ou par consentement mutuel, et la documentation que nous avions préparée a rendu le partage plus clair et plus direct qu'il n'aurait pu l'être autrement. Nous avons évité le tribunal pour le partage des biens. La maison a été vendue au printemps. J'ai acheté un appartement à la Croix-Rousse, plus petit, plus calme, avec un balcon d'où je peux voir les Alpes par temps clair. J'ai appris par Catherine, environ 4 mois après notre séparation, que Jean-Jacques avait cessé de voir Béatrice au cours de l'automne. Je n'ai pas demandé de détails et Catherine n'en a pas proposé beaucoup. J'ai remarqué que je ne ressentais presque rien face à cette information, ce qui m'a prouvé à quel point j'avais déjà tourné la page. Marguerite m'a appelé une fois en novembre, environ 3 mois après la séparation. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser. Elle a dit qu'elle avait commis une terrible erreur. Elle a dit qu'elle m'avait toujours respecté et qu'elle s'était laissée entraîner dans quelque chose qu'elle aurait dû arrêter. J'ai tout écouté. Puis je lui ai dit que j'appréciais son appel, que je ne gardais pas d'amertume durable envers elle, que j'espérais qu'elle allait bien, et que je pensais qu'il valait mieux que nous ne nous parlions plus. Elle a dit qu'elle comprenait. J'ai toujours la photo du mariage que j'avais fait restaurer. C'était censé être son cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas eu le cœur de la jeter, alors elle est dans un carton dans mon box de stockage. Peut-être qu'un jour je l'enverrai à Béatrice pour qu'elle la transmette. Peut-être pas. Certaines choses n'ont pas besoin de résolution pour cesser d'avoir de l'importance. J'ai 63 ans. Je me réveille chaque matin dans un appartement calme avec un chagrincheux qui a décidé, à contre-cœur, que j'étais une compagnie acceptable. Je bois mon café sur le balcon quand le temps le permet. Je fais du conseil à temps partiel pour un petit cabinet d'ingénierie qui travaille sur des projets d'infrastructures municipales, ce qui maintient mon esprit vif sans m'obliger à être là où je ne veux pas être. Pierre et Christine attendent leur premier enfant pour le printemps, ce qui signifie que je vais être grand-père, ce que j'ai vraiment hâte de vivre. On me demande parfois, des hommes de mon âge qui traversent quelque chose de similaire, ce que j'aurais aimé faire différemment. Et la réponse honnête est, pas grand-chose concernant la fin. La fin, je l'ai gérée aussi bien que j'ai pu. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir prêté une attention plus soutenue plus tôt, non pas pour piéger qui que ce soit, mais pour être réellement présent, pour poser plus de questions. Pour remarquer quand la distance entre 2 personnes commence à s'agrandir et traiter cela comme un problème valant la peine d'être résolu plutôt que comme un fait à accepter. Parce que voici ce que je sais maintenant à 63 ans et que j'aurais aimé comprendre à 45 ou 50 ans. Un mariage n'est pas une structure que l'on construit une fois pour toutes et dont on s'éloigne ensuite. C'est plutôt un jardin. On ne peut pas le planter en 1995 et supposer qu'il prendra soin de lui-même. Il faut continuer à se présenter. Il faut continuer à prêter attention. Et quand on remarque que quelque chose ne va pas, il faut être prêt à le dire, même quand c'est inconfortable, même quand on a peur de ce que pourrait être la réponse. Le silence est parfois une force. Mais le silence est aussi parfois juste la peur portant un masque stoïque. J'ai porté beaucoup de choses silencieusement pendant longtemps. Une partie de cette discipline m'a servi. Une autre partie n'a fait que retarder une conversation qui aurait dû avoir lieu des années auparavant.